Ça va être très, très rapide, mais malgré tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, après, on a un temps un petit peu plus conséquent sur le représentant des usagers, pourquoi il y en a, qui sont-ils, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font et comment on devient représentant des usagers. Et puis, l'objet de la réunion, et donc ça, on prendra un temps encore plus conséquent sur comment l'association, les responsables des associations peuvent promouvoir cette représentation des usagers dans leurs associations auprès de leurs adhérents, de leurs bénévoles, puisque effectivement, au niveau de France Asso Santé, on a fait beaucoup de supports qui sont gratuits dans la quantité que vous le souhaitez, comme toute notre documentation. Et donc, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, on le reverra en fin de sommaire, les modifier éventuellement et vous en servir pour vos communications, etc. Donc là-dessus, c'est assez facilitant. Donc, juste pour démarrer un petit peu la démocratie en santé. Donc Excuse-moi, Maud, oui, je te coupe. Juste oui. repréciser qu'on Alors, enregistre, je attends. viens de lancer l'enregistrement. Oui, Et que si tout à vous ne fait. souhaitez pas être enregistré, il faut couper vos Caméra. caméras. Voilà. On va effectivement enregistrer ce temps pour des personnes qui n'auraient pas pu y participer parce que du coup, on peut leur renvoyer pour qu'ils le revoient en ce qu'on appelle en replay, donc tranquille chez eux, même s'ils n'étaient pas libres à cette heure-là. Donc n'hésitez pas à couper vos caméras si vous ne souhaitez pas être vus. Hop, donc je redémarre la vidéo. Voilà. Nous sommes plus de 66 millions de femmes et d'hommes usagers du système de santé. Un jour ou l'autre, au cours de nos vies, nous aurons tous besoin d'un médecin, d'une infirmière, d'un hôpital, d'une sage-femme, de soins ou de médicaments. Nous avons tous droit à ce que nos difficultés de santé soient prises en compte. Depuis la fin du XXe siècle, un processus légal et politique est engagé, porté par les revendications du monde associatif, qui promet de mettre le patient au cœur du système de santé, la démocratie sanitaire. Mais que savons-nous de cette nouvelle forme de démocratie en santé? 10 militants du CISS, le collectif interassociatif sur la santé, nous parlent. La démocratie sanitaire, c'est le fait que les malades puissent être acteurs de leur propre santé, pouvoir prendre des décisions qui les concernent. C'est considérer que chaque citoyen a son mot à dire pour lui-même d'abord, mais dans le système de santé auquel il souhaite participer ou qu'il souhaite avoir dans son pays. Nous sommes dans un régime dit de démocratie politique, avec un système de représentants élus. Nous sommes dans un système, on dit, de démocratie sociale, parce que via la redistribution exercée par les prestations sociales, la sécurité sociale, les retraites, etc., il y a une certaine redistribution qui est faite. Donc, démocratie sanitaire a été construite sur ce modèle-là. C'était l'idée d'associer pas simplement les personnes malades, mais aussi potentiellement tous des représentants de la population à la définition d'un enjeu majeur on peut dire du 20e et du 21e siècle, qui sont les questions autour de la santé. Normalement, la démocratie sanitaire, c'est quand même fait pour permettre plus d'égalité. C'est pas une démocratie sanitaire comme ça en suspension dans l'éther, c'est une démocratie sanitaire opérationnelle. Ça me semble extrêmement important et nécessaire que la démocratie sanitaire existe et que les patients puissent participer aux choix politiques, aux choix de stratégie de santé qui concernent leur prise en charge. Hop. C'est en effet dès 1946 que la protection de la santé... Excusez-moi, je fais juste une petite pause pour faire une transition quand même. Donc là, vous avez vu des représentants, des militants associatifs qui recadrent un petit peu ce qu'est la démocratie. Alors à l'époque, quand ils ont fait cette vidéo, c'était en 2015, ça s'appelait encore démocratie sanitaire. Mais on voit que les mots évoluent aussi, puisque maintenant on parle plutôt de démocratie en santé, y compris pour prendre en compte la prévention, tout ce qui est en dehors du soin, et donc de façon à prendre en charge les personnes de façon beaucoup plus globale que juste quand elles sont à l'hôpital ou chez le professionnel de santé.
Du coup, là, on va regarder juste quelques dates clés qui nous montrent comment on en arrive aujourd'hui avec des représentants des usagers. Vous allez le voir dans beaucoup d'instances avec des missions de plus en plus précises et importantes. C'est pas démarré en quelques années, hein. Ça fait, vous voyez, ben voilà, la première date, elle s'affiche. Donc, je vous laisse voir la vidéo et puis n'hésitez pas à réagir hein, si vous avez des commentaires. Les Allez. citoyens, basée sur la solidarité nationale, est inscrite dans nos droits fondamentaux. Les mots du préambule de la Constitution sont clairs. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. C'est le début d'un long processus d'évolution de la relation entre les citoyens et leur système de santé. En 1974, une étape est franchie. Simone Veil signe la première charte du malade hospitalisé qui garantit la qualité des soins et le respect de la dignité des personnes hospitalisées. En 1996, les ordonnances Juppé de réforme de l'hospitalisation publique et privée consacrent leur premier titre aux droits des malades et à la qualité de la prise en charge. Ces ordonnances prévoient, pour la première fois, la représentation des usagers de la santé au sein de chaque établissement public de santé, ainsi qu'aux conférences nationales et régionales de santé. Mais c'est à l'automne 1998 qu'arrive le grand bouleversement avec les États généraux de la santé. À travers toute la France, plus de 180 000 personnes et de nombreuses associations de malades participent à des forums citoyens sur les questions de santé. Les revendications sont claires. Il faut développer et définir les droits des patients. Et les patients sont entendus. Le 4 mars 2002, la loi Kouchner, relative aux droits individuels et collectifs des malades et à la qualité du système de santé, est adoptée à l'unanimité par le Parlement. Avec ce nouveau texte, un ensemble de lois protège enfin les droits individuels et collectifs des usagers du système de santé. Alors, on voit bien, alors c'est vraiment très synthétique hein, sur les dates, hein, parce qu'on pourrait aussi rajouter des périodes assez compliquées dans notre système de santé qui ont fait que les usagers et leurs représentants ont été encore plus pris en compte. On parle notamment dans les années 80 de l'apparition du sida, de l'affaire du sang contaminé, de l'affaire de la clinique du sport, etc. Donc, il y a vraiment tout un mouvement qui a amené cette loi phare droit des patients en 2002 et depuis, ça n'a pas cessé de faire évoluer la représentation des usagers, y compris la création de collectifs associatifs comme le nôtre. Alors c'est vrai qu'avant on s'appelait le collectif interassociatif sur la santé, on a fait une fusion-absorption dans l'association France Asso Santé qui a été créée par la loi de 2016, avec effectivement comme mission principale la représentation des usagers dans le système de santé et la défense de leurs intérêts. J'ai encore une petite vidéo pour que vous puissiez voir les principales missions de France Asso Santé.
Voilà, donc effectivement, au niveau de France Asso Santé, pas mal de missions, dont une principale qui est la représentation des usagers, essayer d'en faire la promotion et accompagner tous les acteurs qui tournent autour de cette représentation. Pour la présentation de cette promotion de représentation des usagers, on a essayé d'identifier l'utilité des représentants des usagers. On s'est dit, finalement, le représentant des usagers, à quoi il sert par rapport à l'usager lui-même, aux patients, aux familles. Et donc, on s'est dit, ça permet à l'usager d'être plus acteur de sa santé, d'agir et d'avoir une santé protégée, de pouvoir prendre toute sa place dans ce gros système de santé, d'améliorer sa prise en charge, éventuellement son accompagnement, et puis d'avoir un défenseur pour ses droits, avoir un soutien et une écoute, puisque ce sont là les missions des représentants des usagers. On s'est posé cette même question pour l'association qui voudrait proposer des représentants des usagers. Finalement, pour quoi faire ? Éventuellement pour réaliser son objet social, puisqu'il peut y avoir des associations qui sont sur la défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents, même si on a vu par rapport à ce que vous disiez, Vanessa, au tout début, que quand on devient représentant des usagers, bien sûr, on défend les intérêts des adhérents de notre association, mais c'est plus large puisqu'on défend aussi les intérêts des autres usagers. Et puis, ça répond également à une exigence de l'agrément, puisqu'il y a des associations comme les vôtres qui se disent j'ai envie de proposer des représentants des usagers, mais pour ça, il me faut un agrément. Et donc, il y a tout un système dont on pourra reparler après, si vous, c'est pas l'objet de la réunion, mais on pourra en reparler si vous avez des questions par rapport à ça. Il y a tout un système avec un dossier à télécharger, à remplir, à envoyer à la Commission nationale d'agrément ou à l'Agence régionale de santé si vous êtes une association régionale ou sur un petit territoire. Et puis après, c'est la Commission nationale d'agrément qui décide si oui ou non vous êtes agréé. Si oui, vous êtes agréé, vous pouvez proposer des bénévoles qui deviennent donc des représentants des usagers quand ils siègent dans les instances des hôpitaux ou des instances de santé publique dont on va voir un peu après. Et puis, être représentant des usagers, pourquoi faire pour le représentant lui-même? Qu'est-ce que ça lui apporte? Donc là, c'est ce qu'ils nous ont relevé. Ils nous disent, moi, ça me permet de me réaliser. Moi, j'ai l'impression d'être utile dans le système. J'ai l'impression de pouvoir agir sur le système de santé, sur la prise en charge des citoyens, et puis aussi pour l'intérêt collectif. Donc voilà un petit peu les éléments qu'ils nous disent. Là où il faut être assez vigilant, et c'est un point où on voulait insister, c'est que ce terme représentant des usagers, on le met un petit peu à toutes les sauces, sauf qu'il faut bien voir qu'il y a quelque chose quand même derrière. Donc d'abord, c'est une personne physique, c'est donc une personne qui est membre d'une association agréée, comme je viens de vous dire, donc soit des associations de patients, de personnes malades, personnes âgées, retraitées en situation de handicap, de consommateurs ou associations familiales. Voilà toutes les associations qui peuvent être agréées. À partir du moment où, dans leur mission, elles ont aussi la défense des droits des usagers, des communications vers les adhérents sur les droits, etc. Puisque le représentant des usagers, sa première mission, ça va être de veiller au respect des droits des patients. Donc, il faut que l'association, elle soit active là-dessus, sinon la Commission nationale ne donnera pas forcément l'agrément, en tout cas. Et puis, tous les représentants des usagers, quel que soit le lieu où ils sont, quand ils sont nommés en tant que tels, ils sont tenus au secret professionnel pendant l'exercice de leur mandat et qui court après. Donc, par exemple, quand on étudie des courriers avec des noms soit de professionnels mis en cause, soit d'usagers qui nous relatent une problématique, on ne doit pas, bien évidemment, divulguer ce genre d'informations en dehors de l'instance et des partenaires que l'on a autour de la table. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce représentant des usagers que je viens de vous détailler là, il n'est pas présent dans tous les champs du système de santé. Si on devait couper le système de santé, moi j'aurais plutôt tendance à le couper comme ça, en 3 parties, avec une partie sanitaire, une partie médico-sociale et une partie tout ce qui est médecine et soins de ville. Sachant que la partie sanitaire, c'est voilà, tous les hôpitaux publics et les cliniques et aussi les instances de santé publique. Sur cette partie sanitaire, on a effectivement des représentants des usagers, comme je viens de vous en faire la définition avec la diapositive d'avant, donc membres d'associations agréées en santé. Sur le champ médico-social, donc c'est tout ce qui va être établissement pour personnes âgées, donc les EHPAD que vous connaissez certainement, et puis tous les établissements pour personnes handicapées. Dans ces établissements-là, ils ont ce qu'on appelle des représentants des personnes accueillies. Pourquoi il y a une différence? Parce que ces représentants des personnes accueillies ne sont pas obligés d'appartenir à une association, et encore moins à une association agréée.
D'accord? Et puis on verra aussi que la nomination, elle est un petit peu différente que le champ sanitaire. Il y a également par département ce qu'on appelle des personnes qualifiées qui peuvent être contactées par les résidents des établissements médico-sociaux s'ils ont un souci d'ordre plutôt individuel. En médecine de ville ou dans les soins de ville, donc c'est tout ce qui va être les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, les pôles de santé, les cabinets de médecins, kinés, les infirmières libérales, enfin vraiment tous les personnels qui n'est pas rattaché à une structure hospitalière. Donc là, la représentation des usagers, elle est en train de bouger parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien. Les personnes, les usagers, quand ils avaient un problème, ils devaient s'adresser à l'ordre du professionnel en question. J'ai bien vu, monsieur René, que vous avez une question, mais je finis juste ma phrase et je vous passe la parole après. Donc, dans ce champ-là, au niveau de la représentation, c'est en train de bouger, c'est ce que je vous disais. On est en train de voir comment il pourrait y avoir des personnes qui représenteraient les usagers dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Alors, les CPTS, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont en train de se créer sur les territoires, donc pour les professionnels libéraux. Et puis, on a aussi les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, où on est en train de construire, voilà, qu'est-ce que pourrait être le profil de personnes qui pourraient être dans ces instances-là, sachant qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup par rapport au champ sanitaire. Donc, voilà, il ne faut pas qu'on bloque non plus. Donc, on était plutôt sur par exemple, pour les maisons de santé pluridisciplinaires, d'identifier des patients ou des familles qui utilisent la maison de santé pluridisciplinaire pour pouvoir aller discuter avec les professionnels, etc. Monsieur, c'est Rennes ou René? Il faut mettre en route votre micro. Oui, oui. parfait. Oui, bonjour. Bonjour. Non, moi je suis à titre personnel donc représentant des usagers à l'hôpital de Josselin. Oui. Mais en fait, l'hôpital de Josselin, ce n'est qu'aujourd'hui qu'un EHPAD, quoi, hein. Donc, d'après votre schéma, ce serait plutôt le deuxième, le médico-social. Alors, il y a des établissements qui ont quelques lits en médecine, chirurgie, obstétrique. C'est probablement le cas de Josselin, parce que si vous étiez que… USLD, oui, ça fait partie ULCD. C'est pour ça, en fait, que vous êtes d'abord dans le champ sanitaire avec… parce que la difficulté qu'il peut y avoir dans les établissements de santé, c'est quelle que soit la grosseur de l'établissement, qu'il ait un lit en médecine, chirurgie, obstétrique ou USLD, comme c'est votre cas, ou 2000 lits, il est obligé de mettre une commission des usagers et le fonctionnement est absolument le même, avec les mêmes membres, etc., etc. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être le sentiment d'être à cheval sur les deux champs. Oui, enfin, j'avais plutôt le sentiment d'être en dehors, puisque ce n'était pas indiqué sur le schéma, quand même. Enfin, bon. Ah bah si, du coup, l'USLD, il se trouve… oui, c'est un établissement de santé. Ouais. D'accord. Oui. Même si, effectivement, de plus en plus, même il y a des centres hospitaliers qui vont gérer un EHPAD aussi. Hein, donc, ils auront les deux champs. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir les représentants des usagers plutôt hôpital de la commission des usagers qui se mettent en lien avec ceux du conseil de vie sociale pour voir un petit peu les problématiques communes qu'il peut y avoir. Du conseil de vie sociale. En plus, bah voilà, vous avez les deux casquettes. Vous faites le lien tout seul alors. Voilà un petit peu pour vous en prie, un petit peu pour la représentation, comment ça se passe en France, sachant que du coup, dans le sanitaire, je vous l'ai dit, on est obligé d'appartenir à une association agréée pour se proposer. Et c'est en général l'Agence régionale de santé qui nous nomme, qui va regarder les candidatures des associations, des personnes et qui va choisir telle et telle personne dans tel et tel établissement. Pour le médico-social, c'est complètement différent. Les représentants des personnes accueillies sont élus par établissement à partir du moment où ils ont un proche dans l'établissement. D'accord? C'est complètement différent et ils sont élus par les résidents eux-mêmes de l'établissement. Et donc, au niveau du proche, je crois que c'est jusqu'au cousin où on peut être du coup la fille ou la maman ou le frère, la sœur et jusqu'au cousin, jusqu'au niveau du cousin où on peut proposer notre candidature à partir du moment où on a un proche dans un établissement médico-social. Et là, c'est une élection. Ce n'est pas une nomination de l'Agence régionale de santé. Et donc, dans la médecine de ville, c'est encore en plein dans la réflexion. Donc là, je ne peux pas vous dire pour l'instant comment ça va être nommé. Mais on sait déjà dans les textes que dans les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, il va y avoir un collège de représentants des usagers. On ne sait juste pas d'où ils viendront.
Donc ça évolue beaucoup et en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, on va pouvoir couvrir tout le champ et toute la prise en charge et tout le parcours de l'usager, du patient et de sa famille. Maude, Oui. pour compléter, si je peux me permettre, dans le champ du médico-social et notamment les représentants des personnes accueillies en EHPAD, l'instance, c'est le conseil de vie sociale. Oui, on en a parlé juste avant avec Monsieur Voilà. Rennes, notamment, qui est aussi dans cette instance-là, Mhm. qui n'a pas tout à fait les mêmes missions que la commission des usagers, mais voilà, ça se recoupe. Enfin, on pourrait faire le C'est une parallèle. instance désignée qui est dénommée conseil de vie sociale. Oui, c'est ça. Où on va travailler sur des sujets, les horaires des repas, l'organisation, etc. Voilà, tout à fait. Et les personnes qualifiées sont effectivement là plutôt sur des situations individuelles, quand par exemple il y a un défaut d'accès aux droits, etc. Voilà. Désignées par l'ARS. Alors, les personnes qualifiées sont désignées par 3 institutions, et c'est ça qui est compliqué. C'est l'Agence régionale de santé, le conseil départemental et le préfet de département qui en fait, ils co-signent tous la nomination de la personne qualifiée. Et donc, c'est très compliqué pour les usagers d'aller chercher, même si ça devrait être affiché dans les établissements, c'est très compliqué d'aller chercher qui sont leurs personnes qualifiées dans les départements. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous remontent les usagers. C'est vrai. Du coup, moi, je vais me concentrer plutôt sur la partie gauche de votre écran, donc plutôt avec le versus sanitaire, donc de bénévoles adhérents d'une association agréée. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse vous présenter un petit peu là où il va y avoir des renouvellements. Oui, Sylvia, tu voulais intervenir? Moi, je voulais juste poser une question par rapport aux réclamations qui arrivent en CVS. Oui. Je voulais savoir à quel niveau c'est traité, elles sont traitées, ces réclamations. Est-ce que les réclamations individuelles, j'entends? Normalement, alors dans les textes, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a toute une liste de missions dévolues au Conseil de vie sociale et à la fin, c'est 3 petits points. Donc, on peut imaginer y mettre des situations individuelles, mais on sait que ça freine quand même au niveau des directions et des professionnels et qu'ils sont tous à dire qu'en général, le CVS ne travaille pas sur les situations individuelles et que c'est pour ça qu'il y a des personnes qualifiées. Donc, je t'invite à relayer les personnes qui auraient des situations individuelles à relater, donc prendre contact avec les personnes qualifiées. Mais pour ça, enfin, si c'est sur ton établissement, je sais que c'est un établissement, donc un hôpital qui gère un EHPAD, ça peut passer aussi par la commission des usagers. Où Et les là, personnes qualifiées, je m'adresse à qui pour les connaître? normalement, c'est affiché dans l'établissement. Si c'est pas fait, c'est un défaut de leur part. Affiché dans les EHPAD, tu veux dire? Oui, dans D'accord. l'établissement, ils doivent avoir leurs D'accord. représentants, enfin les personnes qualifiées qui peuvent les aider d'afficher. Si D'accord. c'est pas fait, j'espère qu'ils ont au moins une liste, parce que, ou peut-être dans le livret, dans un livret d'accueil des résidents. Sinon, tu peux aussi nous contacter. Nous, on a les listes. On n'a pas les contacts, mais on a les listes. Donc, on peut c'est vrai que pour tout dysfonctionnement, l'EHPAD a vocation et une obligation de remplir la fiche Corsi pour tout dysfonctionnement d'un résident et de sa famille. Dès qu'un directeur d'établissement a connaissance d'un dysfonctionnement et une relation difficile avec un résident et une famille, ils ont cette obligation de signalement. Ils utilisent une fiche Corsi, c'est une obligation. Par contre, et pour compléter la demande, si je peux me permettre, Maud, c'est juste qu'il existe le centre, la fédération, le 3977, le numéro d'appel. 3977, c'est la plateforme nationale des maltraitances des personnes âgées et des personnes handicapées qui a une plateforme qui est financée par le ministère de la Solidarité et de la Santé. Ça fait pas, et ça c'est inscrit dans les textes, dans la loi de 22. Le 3977, donc il y a cette obligation. N'importe quel résident, famille, professionnel peut saisir le 3977. C'est une plateforme nationale, sachant que le dossier qui a été présenté pour une situation particulière à ce numéro d'appel, le dossier est transmis par logiciel sécurisé à un centre ALMA. Il y a un centre ALMA dans chaque département. Donc, voilà. C'est une autre porte d'ouverture que la personne qualifiée. Oui, qui est un petit peu, c'est un petit peu complexe. Non, c'est pas complexe. C'est des choses qui existent, qui sont financées par l'État. C'est pas. Non, je te parlais je te parlais de contacter les personnes qualifiées qui étaient complexes pour le résident. Voilà. Donc c'est pour ça que le numéro 3977 peut être
plus facile. nous diriger vers les personnes qualifiées. Du coup, on revient sur le côté sanitaire, donc l'autre côté. Si on peut dire qu'il y a des côtés différents, parce que la personne, elle ne sait pas trop qu'elle est dans des côtés différents, mais le champ sanitaire, où on est du coup sur des bénévoles d'associations agréées, il y a... Alors, hop, il faut que je mette en route ma souris. Donc, j'ai essayé de faire un tableau qui recoupe un peu tous les niveaux où il peut y avoir des instances, avec une colonne de ceux qui organisent le système de santé en France. Donc, au niveau national, en France, c'est le ministère. Au niveau des régions, c'est l'Agence régionale de santé. Et puis, au niveau local, bon, j'ai cité les établissements de santé, mais on pourrait aussi mettre du coup les USLD, mais qui pour moi étaient dans un établissement de santé, les professionnels de santé libéraux, etc. Et donc, dans les instances principales, vous avez la Conférence nationale de santé avec son pendant régional, Conférence régionale de santé et de l'autonomie. Et donc, il y a des représentants des usagers dans ces instances-là. Et celle de Bretagne, la CRSA Bretagne, je crois que c'est clos l'appel à candidature, il me semble. Ça a été démarré avant les vacances et donc là, c'est clos. Donc, on attend les résultats de l'Agence régionale de santé. C'est clos, on attend juste les résultats des nominations là, qui devraient se retarder. Se retarder. Parce que normalement, l'installation, c'était prévu octobre ou début novembre, donc ça ne va pas tarder. Fin septembre. Je suis pas sûre, on n'avait pas on était plutôt début novembre, nous, il me semble. Oui, nous, on a eu l'information que la nouvelle CRSA s'installerait mi-novembre. Ok, c'est l'information, la mienne est vieille. Alors. Mais si c'était avant, c'est mieux. Alors, des instances régionales, il y en a plus, mais je vous ai mis surtout celles qui étaient soit qui venaient d'être renouvelées parce que peut-être il y aura des postes vacants et il faudra refaire une mobilisation dans les associations. Celle qui est en cours, c'est que en fait, le poste est ouvert depuis, c'est un représentant des usagers là dans la commission régionale d'activité libérale, donc depuis le début de l'année, mais on n'a pas de proposition d'association, donc on vous le met en petit rappel. Au niveau des territoires, on a ce qu'on appelle un conseil territorial de santé où il y a des représentants des usagers. Et donc là, c'était prévu pour 2021. Donc probablement d'ici fin d'année, on aura l'appel à candidature pour que les associations puissent proposer des représentants des usagers. On a notre fameuse caisse primaire d'assurance maladie dont vous parlez, Vanessa, tout à l'heure. La particularité dans cette caisse primaire d'assurance maladie par rapport aux autres instances, ici, c'est dans les textes, c'est limité à 3 associations qui sont bien identifiées. Donc, il y a la FNAT, la Fédération nationale des accidentés du travailleur handicapé, l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et France Asso Santé. Il faut être membre d'une de ces 3 associations-là pour être dans les caisses primaires d'assurance maladie, des départements, donc du coup. Là aussi, c'est prévu le renouvellement pour 2021. Ça va arriver très, très vite. Il n'y a pas un critère d'âge? Alors, c'est 65 ans. Avant d'avoir, il faut poser sa candidature avant d'avoir 65 ans. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, sur la CPAM, si vous avez des bénévoles d'intéressés, ça veut dire qu'il faut prendre contact avec nous, contrairement à d'autres. Il y aura une information de données. Mais là, effectivement, c'est des représentants qui sont nommés par France Asso Santé, qui sont proposés par France Asso Santé, contrairement aux autres mandats. C'est ça. Ou c'est plutôt leur association d'origine en général. Donc au niveau des établissements de santé, on en a parlé un petit peu avant, mais je l'ai remis parce que c'est, comme le disait Vanessa, c'est l'instance où en France, il y a ce qui représente le plus de représentants des usagers, puisqu'on a presque 3000 établissements de santé. Et donc dans les commissions des usagers, ils sont 4 représentants des usagers, 2 titulaires, 2 suppléants. Enfin, ils devraient être 4, ils ne sont pas toujours 4, il y a des postes vacants. Et donc, l'appel à candidature devrait arriver, alors si c'est comme il y a 2 ans, ça devrait arriver sur juin 2022 à peu près, pour avoir une décision sur septembre-octobre de la même année, et installation des premières réunions des commissions des usagers dans les établissements, comme il y a 2 ans, donc en décembre 2022. L'ARS nous a dit qu'ils étaient à peu près sur le même calendrier. Pascal, tu voulais réagir? J'ai une question. Le GHT, tu le places à quel endroit? C'est pas au niveau territorial? Alors, le GHT, je ne le place pas puisque il faut déjà être nommé dans une commission des usagers pour aller au... Donc, c'était trop complexe, tu vois, pour mon tableau que je voulais simplifier. Okay, mais effectivement, là, Pascal est en train de nous parler des GHT, c'est les groupements hospitaliers de territoire qui sont mis en place pour les établissements
publics. Et du coup, en fait, c'est les établissements publics qui se réunissent en groupement, par exemple, pour mutualiser tous leurs services facturation, tous leurs services communication, etc. Et il y a une commission des usagers dans ce groupement-là, mais il faut d'abord appartenir à la commission des usagers locale pour pouvoir être sur ce niveau-là. Un Voilà, comité des petit usagers, détail. pas une commission des usagers. Ça dépend où. C'est C'est vrai. comité ou commission. Tu essayes de me coller des cols, mais tu as vu, je réponds. Hein. Je suis en forme, j'ai pris des vacances. Ouais, Hein. d'accord. Et puis, donc, je ne l'ai pas mis en orangé parce qu'il est que sur les établissements publics. On a aussi des représentants des usagers dans le conseil de surveillance. Je l'ai mis, même si le mandat était de l'année dernière, enfin, le renouvellement était de l'année dernière et ça dure 5 ans. Donc, on est un petit moment tranquille, on va dire, avec cette instance-là. Mais pour autant, il y a quand même quelques postes qui restent vacants. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des bénévoles de votre asso. On peut aussi regarder les postes vacants. D'ailleurs, vous pouvez y aller vous-même aussi, c'est sur le site de l'Agence régionale de santé de Bretagne. Et puis, on a aussi ces fameuses commissions d'activité libérale qui sont présentes aussi que sur les établissements publics, où il y a normalement un représentant des usagers. Alors là, on ne peut pas vous donner une liste des postes avec les... Enfin, c'est très compliqué parce que les établissements ne sont pas tous en même temps au même moment. Donc, ça se renouvelle au fil de l'eau. Donc, on sait que là, par exemple, sur fin d'année, on a 3-4 établissements où ça va être renouvelé. Donc, c'est assez un petit peu plus difficile à gérer en termes de communication auprès des associations. Donc, voilà un petit peu pour la cartographie mais j'ai mis les essentiels parce qu'il y en a plein d'autres, de là où on trouve des représentants des usagers, donc bénévoles d'associations agréées. Et alors, au-delà de là où ils sont, il y a qu'est-ce qu'ils font? Et donc, la mission principale du représentant des usagers, quel que soit son lieu de représentation, ça va être de veiller au respect des droits des usagers. Il peut travailler aussi sur la politique d'accueil qui est mise en place, la qualité et la sécurité des soins. Et également, il a un volet d'aide et d'orientation aux démarches quand les usagers sont un petit peu perdus. Et quand on voit la complexité du système ou du tableau juste que je viens de vous donner avant, on comprend bien que les usagers qui comprennent, enfin qui sont qui viennent d'être hospitalisés, par exemple, et qui n'ont jamais pratiqué l'établissement, c'est un petit peu compliqué. Et donc, on a identifié à peu près deux différences. Par exemple, ceux qui sont plutôt sur les instances régionales, territoriales, ils vont beaucoup travailler sur le suivi des politiques de santé qui vont être mises en place pour faire entendre la voix des usagers. Par contre, ceux qui sont dans les établissements de santé, c'est ce qu'ils nous disent aussi, ils ont l'impression qu'ils sont quand même plus sur des actions concrètes, notamment relire des documents d'information qui vont être diffusés aux patients ou aux familles, lire les plaintes et réclamations, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le témoignage de Sylvia. C'était une plainte en EHPAD, mais il y a aussi des plaintes qui peuvent arriver dans un hôpital ou une clinique. Et donc, les représentants des usagers sont amenés à les lire, à voir un peu ce qui s'est passé, si la personne a bien eu réponse à son problème, et puis si ils en font quelque chose de collectif pour pas que ça se renouvelle avec des actions d'amélioration, etc. Voilà un petit peu ce qu'ils font. Maintenant, comment on peut devenir représentant des usagers avant d'attaquer la partie promotion pour les associations? Donc, en général, la plupart des instances, même la quasi-totalité des instances, on va être nommé plutôt par l'Agence régionale de santé. Donc, en gros, ils nous mettent un document, vous le voyez là sous les yeux, c'est une espèce de petite grille où l'association va dire, ben moi, je propose Monsieur Y pour aller sur telle instance. L'association, donc, elle doit dire pourquoi elle propose ce bénévole-là, et puis le bénévole doit dire aussi pourquoi il a envie d'y aller, éventuellement quel est son parcours. On lui demande aussi sa profession ou son ancienne profession s'il est retraité. Parce que ça peut avoir un impact, par exemple, si c'est un bénévole qui est ancien professionnel de santé dans l'établissement où il veut être représentant des usagers, on peut voir un lien d'intérêt un peu trop important et donc il demande le métier que l'on a pu faire. Et ce document-là, il est signé par le candidat, donc le bénévole, et l'association. Une fois que ça c'est fait, vous envoyez ce document-là à l'Agence régionale de santé. Donc, en général, ça passe par vos délégations départementales et après, ça part au siège régional.
Et donc là, ils vont regarder, ils récupèrent toutes les candidatures. Quand la date d'appel à candidature est terminée, bah, ils vont se dire ah bah, sur tel établissement, je vais plutôt retenir cette personne-là. Ils ont quelques critères comme ça qui mettent en avant, alors l'avoir l'agrément bien évidemment, puisque de toute façon c'est une condition obligatoire nationale, mais ils regardent par exemple la disparité, la diversité associative. Par exemple, s'ils ont 3 candidats, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de la Ligue contre le cancer et qu'ils ont 3 autres candidats qui viennent de 3 associations différentes, ils vont privilégier les associations différentes. Ils regardent aussi la parité homme-femme. Ça fait pas longtemps que c'est mis dans les critères. Et puis, ils vont regarder aussi, alors c'est pas un critère d'exclusion, mais quand ils ont un candidat, par exemple, 2 candidats qui ont le même profil et il y en a un qui a fait des formations, il a déjà été dans des instances, etc. Bah, si l'autre n'a pas fait de formation, ça peut pencher dans la balance de celui qui s'est investi en formation. Voilà un petit peu. Et donc après, ils renvoient le résultat positif à l'association du candidat. Et donc après, c'est soit l'établissement qui prend contact avec le bénévole qui est devenu représentant des usagers ou le représentant des usagers lui-même qui appelle soit l'établissement, soit l'instance où il est nommé. Voilà pour la partie c'est quoi un représentant des usagers, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont. Donc ça a été une partie assez rapide, hein, mais c'est aussi voulu puisque c'était surtout pour se concentrer, pour aider les associations, vos associations, à promouvoir la représentation des usagers. Et pour ça, on a plusieurs ressources. Donc, vous pouvez être amené à communiquer, je ne sais pas moi, si vous avez des petites revues tous les mois, tous les 2 mois, ou des sites Internet. On a fait un article tout prêt qui est en document. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, mon lien. Hop, OK. Est-ce que vous le voyez? Non. Non. Alors, je vais faire autrement. Je vais départager. Et je vais repartager ce document-là. Il est où? Touc, 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 touc. Article promotion. Voilà. Vous le voyez là? Oui. Donc, il y a un article tout fait, mais vous pouvez le modifier comme vous voulez. D'ailleurs, vous voyez, là, vous avez une partie jaune où vous pouvez mettre le nom de votre association. Et donc, ça explique c'est quoi un représentant des usagers, quelles sont ses missions, qui peut devenir représentant des usagers, et militant dans notre association, militant de la santé. Donc voilà, ça explique également l'accompagnement qui peut y avoir, hein, parce que des fois, ça peut faire peur un peu à des personnes qui ne connaîtraient pas du tout, et donc ils peuvent aussi être renseignés avant de se décider. Et donc voilà, vous pouvez changer, faire du copier-coller, etc. Donc ça, c'est... je vais me le passer de l'autre côté. Hop. C'est l'article que vous pouvez avoir. Vous avez également... Alors, est-ce que vous le voyez bien? C'est une petite brochure. Ça a changé de page ou pas? Oui, oui, oui. Oui, OK. Donc, vous avez une petite brochure, il faut l'imaginer pliée en 3 parties, du coup, avec la partie droite, là, qui serait la première page. Et ça, c'est toujours le même document. Hein. Alors, je recommence le partage. Je jongle avec 2 écrans, donc c'est pas... Vous agissez pour... Bah oui, c'était ça. Mais c'était bon. Ça marchait bien, alors. Ça. Alors, oui. c'est possible que chez les personnes, la connexion soit un petit peu plus lente et que du coup, ça apparaisse en second temps. Là, c'est bon, il y est. D'accord, OK, parfait. Du coup, c'est plutôt il est plié, hein, ce document en petit flyer. Donc, c'est plutôt à destination de vos adhérents. Par exemple, vous faites votre assemblée générale, bah, vous pouvez distribuer ce genre de document. Et à l'intérieur, on a une partie, le représentant des usagers, ça fait quoi? Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure qui est mis en lumière sur papier. Vous avez des représentants des usagers qui ont témoigné ici au milieu, là, dans les couleurs. Et puis après, vous avez les questions qui peuvent arriver le plus souvent, auxquelles on a essayé de répondre. Combien de temps ça va me prendre? Souvent, c'est ce que demandent les bénévoles, parce que la disponibilité, c'est bien évidemment un sujet. Est-ce que j'aurai de l'aide? Comment je peux apprendre? Je serai tout seul dans un monde hostile? Combien ça me coûtera? Donc voilà, c'est un petit peu ce que vous pouvez diffuser. Et puis, on a remis donc la partie gauche, ça sera la dernière partie du coup, quand ils déplieront
le document, on a remis les grands principes qui animent les représentants des usagers, donc agir et participer tous ensemble, articuler la défense de chacun et celle de tous, définir défendre le droit de savoir et de choisir, prévenir les problèmes, et défendre la qualité des soins et la sécurité des soins. On aurait pu mettre aussi l'égal accès à tous à des soins de qualité, etc., etc. Enfin, ce qui nous anime tous au niveau de France Asso Santé. Donc ça, c'est un petit dépliant que vous pouvez utiliser, je vous l'ai dit, dans des AG, dans des journées. Vous pouvez même aussi en mettre, par exemple, si vous avez un bureau d'accueil pour vos bénévoles, vous pouvez en mettre dessus, vous pouvez nous en commander dans la quantité que vous souhaitez. Et encore une fois, il n'y a pas de frais de port quand vous nous commandez notre documentation, qui est gratuite. Un autre document, alors je reviens au début parce que je me suis remis en tête tout à l'heure. Par exemple, si vous voulez, vous êtes responsable dans votre association pour identifier des potentiels représentants des usagers, mais vous n'avez pas trop comment faire. On a fait une petite brochure qui s'appelle « Promouvoir et recruter des représentants des usagers, guide à l'intention des responsables d'associations agréées en santé ». Du coup, quand on le décline, ça vous donne plein de pistes. Là, on a la table des matières. Donc, ça vous explique un petit peu le fonctionnement de la représentation des usagers, le RU, d'où ça vient, c'est quoi. Donc, un petit peu ce que je vous ai dit rapidement tout à l'heure. Des éléments pour promouvoir et recruter. Donc, quelques arguments pour donner envie. Hein, c'est souvent ça où on pêche. On est convaincu de l'intérêt, mais on ne sait pas trop comment motiver les troupes. Bah, là, vous avez des argumentaires déjà que vous pouvez utiliser. Comment je mandate mes bénévoles qui deviennent représentants des usagers. Donc, on va expliquer un petit peu l'agrément. Les procédures de nomination, donc c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la fameuse fiche Agence régionale de santé Bretagne. Dans d'autres régions, ça peut être autrement. Hein, pour ceux qui ont une antenne d'association nationale, là, ce que je vous ai décliné sur la fiche, c'est propre à la région Bretagne. Toutes les régions ne font pas ça. Et puis, une fois que j'ai proposé des représentants des usagers, moi, responsable associatif, comment je les suis dans leur mandat, comment je les accompagne, comment je peux les aider s'ils ont des soucis, etc. Et puis, éventuellement, comment je peux les faire intervenir dans une assemblée générale pour qu'ils viennent témoigner. Et encore une fois, amener la communication. Il y a deux objectifs, en fait, hein, de bien informer vos adhérents sur les représentants des usagers. C'est d'abord, si eux-mêmes ont des soins à l'hôpital et qu'il y a un problème, ils vont savoir qu'il y a un représentant des usagers qui peut les aider. Et eux-mêmes, après, peuvent avoir envie d'être représentants des usagers et donc de rentrer un petit peu dans la démarche. On vous parle aussi des apports des délégations régionales de France Asso Santé. Donc, comme c'est typiquement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et puis après, voilà, il y a des annexes. Quelle commission prioritaire, puisqu'il y a pas mal d'instances. Et puis, si vous voulez encore aller plus loin sur, voilà, j'ai un bénévole qui est intéressé, je dois le rencontrer en entretien, comment je m'y prends. Et donc, on vous explique un petit peu les questions à explorer que vous pouvez lui poser. Pour vous aider à expliquer un petit peu là où sont les représentants des usagers, on a fait une autre petite brochure qui s'appelle « Les principaux mandats de représentation des usagers dans le système de santé ». Et donc là, vous reconnaissez des instances dont on a déjà échangé depuis le démarrage de ce séminaire en ligne, notamment dans les établissements en local, la commission des usagers, le conseil de surveillance, en territorial régional, on en a parlé, la CEPAM, la CRSA, et puis après les instances un petit peu plus spécialisées, puisque effectivement, la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes, etc., vont être plutôt sur les accidents médicaux et pas d'autres choses. Et puis le comité de protection des personnes, lui, il a plus pour mission d'étudier tout ce qui est recherche biomédicale quand il y a de l'humain dedans. Et donc, il y a aussi des représentants des usagers. Donc, quand vous déclinez le document, ça se présente de façon assez sympa. Voilà, c'est une fiche une page par commission. Donc là, on vous explique qu'à l'hôpital, il y a la commission des usagers. Donc, encore une fois, on vous explique ses missions, etc. Ça peut aider vos bénévoles qui auraient envie de devenir représentants des usagers pour cibler un petit peu plus l'instance dans laquelle ils se sentiraient le plus à l'aise et où ils ont envie de s'investir. Donc, ça peut aider. Donc, cette documentation est gratuite aussi. Et puis, ça, c'est toujours l'article que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a un PowerPoint. Alors, il faut que j'aille le rechercher. Parce que, par exemple, si pendant une assemblée générale, vous voulez... ici, enlevé. Il faut que j'aille rechercher dans mes pièces jointes. Et si dans une assemblée générale, vous voulez faire une présentation
de ce qu'est la représentation des usagers. On vous a fait aussi un diaporama déjà tout fait qu'il faut que je retrouve. Hop, représentant des usagers, rencontre associative. Est-ce qu'il va me le donner comme ça? J'en profite pour vous dire aussi que on a parfois des appels de personnes qui ont eu connaissance de la fonction de représentation des usagers, mais qui ne sont pas membres de vos associations en fait. Et donc, ils ne peuvent pas du coup postuler vu qu'ils ne sont pas membres d'une association. Donc, nous, ça nous arrive de transmettre vos coordonnées selon leur, alors soit leur pathologie, soit leur histoire de santé. Voilà, on leur pose quelques questions et en fonction de ça, on peut leur donner vos coordonnées d'association pour qu'ils se rapprochent de vous et puis qu'ils voient avec vos assos s'il est possible qu'ils prennent un mandat de représentant d'usagers et qu'ils s'investissent dans l'association, bien évidemment. Mais c'est vrai que cette démarche-là, elle est particulière parce que c'est des gens qui sont vraiment intéressés par la fonction, mais voilà, qui n'ont pas forcément d'engagement associatif à la base. Et il faut d'abord qu'ils rentrent par l'engagement associatif pour pouvoir ensuite se présenter. Juste Vanessa, j'avais juste une question par rapport à ce que vous dites là. Mais in fine, c'est l'ARS qui désigne le représentant des usagers? Oui, bien sûr, mais comme ils doivent être présentés par une association agréée, voilà, la personne elle est obligée de passer par une asso. Il faut quand même attendre qu'il y ait les élections, entre guillemets, ou la désignation par l'instance de désignation. Alors, en fait, il y a toujours des postes vacants. Enfin, alors, si on prend les commissions des usagers, par exemple, les élections ont eu lieu il y a maintenant 2 ans, mais il y a énormément de postes vacants. Ça veut dire que quelqu'un qui nous appelle aujourd'hui, qui est intéressé, ou qui est intéressé, même dans vos assos, qui est déjà adhérent, il peut postuler. Il regarde. Alors, nous, on essaie d'avoir des listes à jour, mais c'est un peu compliqué. Sur le site de l'ARS, il y a sur les conseils, sur les commissions des usagers et les conseils de surveillance, il y a des pages internet qui normalement vous mettent à jour les postes vacants, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'instances aujourd'hui où il y a des postes vacants. Donc voilà, si vous n'avez pas l'info, vous nous demandez, nous on vous donne les postes, mais ça veut dire qu'en gros, même en dehors de la période officielle de nomination, il y a des instances où on continue de pouvoir nommer en cours de mandat. Et en plus, ce que je disais en préalable, c'est qu'il y a eu des démissions. Alors, on ne sait pas forcément toujours pourquoi, mais là, il y a vraiment des commissions des usagers qui se retrouvent en difficulté avec un seul ou 2 représentants. Ou 2, ouais. Merci. Alors qu'ils étaient 4, quoi. Du coup, j'en finis avec les ressources pour vos associations ou vous, si vous êtes responsable associatif. Donc, c'est le fameux diaporama. Il faut que je vous mette en grand, ce sera mieux. Hop. Voilà, le diaporama que vous pouvez utiliser lors d'une assemblée générale ou d'un conseil d'administration. Donc, on a repris le titre de notre petite plaquette. Et puis, ça explique, voilà, notre association, donc la vôtre en fait, elle défend les intérêts d'eux. Donc, il faudra préciser la population qui est concernée par l'objet social de votre association. Elle est agréée pour représenter l'ensemble des usagers, porter leurs paroles, défendre et promouvoir leurs droits, accompagner les usagers dans leurs démarches. Donc là, on explique les missions du représentant des usagers. En fait, dans le diaporama, vous pouvez montrer qu'il y a un petit flyer et puis du coup le mettre à disposition. Là, on reprend pour vos adhérents qu'est-ce que le représentant des usagers fait. Donc, c'est typiquement ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc je ne vais pas détailler. Pourquoi faire? Voilà, défendre des causes auxquelles on tient, avoir un engagement citoyen, rendre service, rencontrer des interlocuteurs, découvrir et apprendre, accompagner. Et puis, le soutien que votre association peut avoir de France Asso Santé. Et donc, ça peut être intéressant d'en parler à vos adhérents qui auraient peut-être un petit peu peur de s'engager. Comme quoi, voilà, nous, on a toute la documentation accessible sur nos sites internet, sur les formations qu'on peut faire, les groupes d'échange que l'on met en place, etc. Et puis, Laure, oui, Maud. Maud, mais c'est pas grave, hein, c'est joli aussi. Ouais, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'on a parfois des difficultés auprès des associations, c'est qu'ils veulent bien défendre les droits de leurs usagers, je pense aux personnes handicapées dans mon cas présent, et ils oublient très vite qu'en fait, un représentant d'usager représente
tous les usagers. Moi, j'ai envie de Et dire à ce genre d'association, à quoi ça sert que vous demandiez l'agrément. on Voilà. est d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant sur le sujet parce que très souvent, et c'est pas que pour l'APF, je parle pas que de l'APF, mais je pense à d'autres assos, où effectivement, on va prêcher pour sa propre chapelle et on va oublier. Alors, pas je d'une trouve façon. que ça tient beaucoup, souvent ça tient par une méconnaissance. Absolument. Et à partir du moment où tu leur donnes ce genre d'informations, ils commencent à se dire, bon alors c'est quoi notre intérêt au niveau de l'association d'aller là? Et peut-être qu'ils réfléchissent un petit peu plus. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que j'ai besoin de faire un agrément? Ou si je ne veux pas aller sur le champ de la représentation plus large que les personnes que je défends au niveau de mon asso, ça sert pas à grand-chose d'aller faire l'agrément. Parce que c'est quand même un sacré dossier qui est renouvelé tous les 5 ans, etc. C'est important ça. Donc c'est une démarche. Après, pardon. C'est important de le préciser parce que c'est vrai que derrière, ça peut générer quelques conflits ou incompréhensions, on va dire. En tout cas, je pense que si vous êtes dans des conseils d'administration de vos hôpitaux, n'importe quoi, de vos associations, je pense qu'il faut en débattre tous ensemble. Il faut expliquer ce que c'est et il faut discuter. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on y va? On y va dans ces conditions-là. Il faut l'agrément. On représente tout le monde, etc., etc. Et là, on peut vous aider aussi si vous avez besoin que l'on vienne, parce que là, on vous donne surtout des supports, mais on peut venir aussi. Il y a des bénévoles de France Asso Santé, des élus de France Asso Santé qui sont déjà intervenus dans des assemblées générales d'associations ou dans des conseils d'administration pour aller expliquer ce que c'est. À partir du moment où on sait ce que c'est, on peut mieux réfléchir à est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Et quel est notre intérêt? Donc voilà, là-dessus, on peut vous aider aussi physiquement parlant. Et c'est vrai, Maud, c'est tout à fait vrai ce que tu dis là. À partir du moment, effectivement, où on a l'agrément et que les personnes ont été désignées, c'est quand même un engagement qui est relativement lourd en termes de présence auprès des instances. Voilà. Oui. C'est un engagement conséquent par le bénévole qui va aller dans les instances parce qu'il y a quand même du boulot à faire. Vous avez vu tout à l'heure dans la petite plaquette, on met, il y a quelqu'un qui dit est-ce que qui pose une question, est-ce que ça va me prendre longtemps? On met quand même entre 10 et 15 jours dans l'année, selon les instances, parce qu'il y a des instances où on a plus d'investissement que d'autres. Quand on est dans une commission des usagers, les sujets sont tellement larges, même si c'est hyper intéressant, etc., que ça peut effectivement nous prendre pas mal de temps, même si dans les textes, il est marqué que c'est 4 réunions dans l'année. Mais on voit bien que concrètement sur le terrain, c'est beaucoup plus parce qu'on y va, parce qu'on va rencontrer des usagers, on y va parce qu'on les accompagne quand ils sont en médiation, on va dans le groupe de travail qui va travailler sur l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant. Enfin, il y a plein de sujets de groupes de travail qui sont un peu en périphérie de cette commission plénière et donc ce n'est pas que 4 réunions dans l'année, quoi. Donc, et puis, c'est un investissement aussi en temps et en énergie des responsables de l'association qui, eux, ont une responsabilité pour suivre un petit peu les bénévoles qui sont représentants des usagers, continuer à les aider dans leur mandat. Ce n'est pas parce qu'ils sont nommés, on a le papier officiel de l'Agence régionale de santé, après on s'en occupe plus. Ben non, parce que du coup, la personne, elle peut être en difficulté. Donc nous, on essaye d'aider parce qu'on sait bien que ce n'est pas le cœur de métier des associations. Vos cœurs de métier, c'est la thématique que vous défendez, soit les consommateurs, soit le diabète, soit les associations familiales, etc. On sait bien que la représentation des usagers, c'est quelque chose qui vient en plus, mais qui doit être partagé par l'ensemble des membres de l'association. Et du coup, nous, on essaye de pallier ce qui pourrait vous mettre en difficulté parce que vous n'avez pas forcément les moyens financiers ou l'énergie à monter une formation pour les représentants parce que vous n'en avez pas forcément beaucoup. Au niveau de France Asso Santé, dans un collectif, forcément, en termes de nombre, ça fait beaucoup plus. On a des moyens alloués sur cette thématique-là parce que c'est une de nos missions premières. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'on peut travailler tous ensemble et se compléter largement. Donc, je finis juste avec le diaporama que vous pouvez projeter dans vos réunions associatives. Donc, comment devenir représentant des usagers? Bien évidemment, du coup, les bénévoles, ils vous contactent ou alors ils contactent le président de l'association ou France Asso Santé et nous, on relaie, comme ce que vous a dit Vanessa il y a quelques minutes. Et puis, alors là, ce n'est pas forcément lié que à la représentation des usagers, mais dans le système de santé, les usagers, les patients, quand ils ont un problème,
ou une question sociale ou juridique liée à la santé, ils peuvent appeler nos juristes qui sont sur la plateforme Santé Info Droit au 01 53 62 40 30. Et donc, c'est un appel, il n'y a pas de surcoût pour l'appel. Et donc, ils peuvent avoir des renseignements genre, j'ai besoin de récupérer mon dossier médical, comment je peux faire? Je veux joindre un représentant des usagers, comment je peux faire? Si je relis ça à la présentation d'aujourd'hui. J'ai besoin de reprendre un mi-temps thérapeutique, à qui je m'adresse, etc., etc. Donc, voilà pour le diaporama que vous pouvez utiliser dans vos associations, dans vos réunions, etc. Et puis, nous solliciter aussi s'il y a besoin. J'en ai terminé sur la présentation. On peut détailler certains points si vous avez des questions ou des demandes. N'hésitez pas. La parole est à... Alors, je ne peux pas dire la salle, mais est aux écrans. Tous les documents dont vous venez de parler là sont disponibles. Bon, certains, je sais, c'est par commande, mais le PowerPoint, par exemple, ou le courrier, comment est-ce qu'on fait pour les... Le PowerPoint, si vous le voulez, on vous l'envoie. Oui. Ça, c'est très facile. Il suffit juste de s'assurer qu'on a bien votre adresse mail, parce que c'est là où ça pourrait coincer. Mais il me semble que, vu quand je vois passer votre nom, je me dis qu'on a dû déjà avoir votre adresse mail. L'article, c'est pareil. On peut vous l'envoyer sous format Word, et puis après, vous le modifiez comme vous avez besoin pour le mettre dans vos revues ou sur votre site Internet. Après, les petites vidéos, parce que... si vous souhaitez aussi les petites vidéos que je vous ai montrées au début sur les militants associatifs qui témoignaient un petit peu de ce que c'était la démocratie en santé, c'est extrait d'un abécédaire démocratie sanitaire qui dure 1 heure et quelques. Et donc, il parle de tous les droits, le droit à l'information, le droit au consentement, l'indemnisation, etc. Et donc, si vous voulez, il est sur YouTube, hein, vous mettez abécédaire démocratie sanitaire, et donc vous tombez dessus. Et puis, vous pouvez le réutiliser dans vos réunions associatives aussi. Si vous voulez faire un flash sur c'est quoi le droit à l'information, vous pouvez donner une partie de cet abécédaire-là, il n'y a pas de souci. On a aussi d'autres supports en termes de vidéo, mais c'est moins lié au sujet d'aujourd'hui. Mais par exemple, ça va être, on a un petit clip sur c'est quoi la personne de confiance, à quoi elle sert, comment je la désigne. Et puis, on a un petit clip aussi sur les directives anticipées, puisqu'on sait que c'est des sujets qui arrivent très très souvent pour les représentants des usagers, mais des fois c'est un petit peu difficile de savoir comment en faire la promotion. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif. Mais n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires aujourd'hui votre adresse mail et ce que vous avez besoin. Et puis nous, on vous renvoie. Vanessa vous a mis le lien. Est-ce qu'on peut faire peut-être, je réfléchis en même temps, vu qu'on a enregistré la rencontre, on peut peut-être faire une page internet sur notre site avec les différentes ressources. Oui. Elles sont déjà. Hein. Moi, les 5 ressources que j'ai citées là, elles sont déjà accessibles sur le site internet de France Asso Santé Bretagne. Oui, je pensais au PowerPoint et au courrier en fait. Ouais, je les ai mis aussi normalement. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, Eh ben, je vais redonner le lien. Ouais. Problème alors. Mais ça fait un petit moment, donc c'est vrai que on a nos actualités qui sont les dernières qu'on a mis qui apparaissent, mais c'est vrai qu'après il faut faire cliquer pour afficher le reste et ça doit être dans le reste. Est-ce que vous avez d'autres? Oui. Ça peut être long pour aller les chercher quand on cherche dans les actualités. Quoi. Oui, on va vous mettre le lien. Et autrement, donc sur YouTube, vous dites qu'il faut taper abécédaire démocratie sanitaire pour retomber. Oui, mais Vanessa, si vous allez là tout de suite pour ouvrir la conversation de notre rencontre, c'est la petite bulle qui est tout en haut dans votre barre noire là sur Teams. Vous voyez, Vanessa, elle a mis un lien. Est-ce que vous y avez accès? Je vais le trouver normalement. C'est bon. Merci Vanessa. Et donc là, vous arrivez directement sur l'abécédaire que je vous citais. Il est pas mal fait. Après, c'est vrai qu'il date de 2015, donc il y a quelques éléments, mais la plupart, c'est assez intéressant parce que du coup, ça fait un témoignage d'une diversité de personnes, d'associations différentes. Et puis à chaque fois, c'est alterné avec des petits clips d'animation comme ce que je vous ai mis avec les principales dates. C'est assez sympa. Enfin, moi, vraiment, je l'aime bien. Je m'en sers beaucoup dans les formations ou dans les réunions d'information. Ah, Sylvia nous dit qu'elle est preneuse aussi pour les documents. Bon, on va mettre ça en lien. Est-ce que vous avez d'autres remarques, demandes?
Non. N'hésitez pas à mettre en route votre micro, parce que d'office, ils étaient coupés. Est-ce que dans vos associations, il y a déjà eu des actions de fait pour promouvoir la représentation des usagers, pour expliquer à vos adhérents comment c'est, comment ça se passe, etc. Non? Non, au contraire, je pense qu'il y a quelque chose, c'est vraiment un volet qui est à créer et à creuser et à mettre en perspective, parce que c'est une action forte au niveau de l'association et on ne la met pas suffisamment en évidence et ça donne pas, voilà, on n'a pas su faire envie en fait en allant chercher d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. D'accord. Et est-ce que ce qu'on vous a montré là, est-ce que ça vous donne des pistes d'action, des supports, ou est-ce qu'il y a d'autres supports que vous auriez besoin qui ne sont pas… C'est très complet. D'accord. Mais merci à vous. C'est pédagogique, clair et voilà, l'essentiel, bien, quoi. Maintenant, à discuter au sein de l'association pour voir comment on s'organise. Ouais. Après, on a aussi… alors, justement, je ne l'ai pas… je ne voulais pas Maud, montrer… juste, je te Ouais. coupe. Vas-y. La page en question, là, c'est sur quelle actualité tu l'as mis? Eh ben, c'est sur la page région et j'ai dû appeler ça promouvoir la représentation des usagers ou quelque chose comme ça. Ça fait un moment, hein. C'était début d'année, donc je me rappelle J'ai tout plus. chargé là, mais je ne… Ah, t'as tout mis? Ouais. Ou alors, est-ce que j'aurais mis association Agissez pour la santé de tous ou quelque chose comme ça? Je partage juste la dernière page que je voulais vous montrer au niveau du diaporama qui peut vous aider aussi. Hop, alors ça, les ressources, on les a vues. Au niveau de l'accompagnement que l'on peut faire pour les bénévoles, une fois que vous les auriez identifiés comme une personne intéressée par la représentation, du coup, avant son mandat, l'idée, c'est qu'il puisse s'informer, etc. Donc, soit comme des réunions d'aujourd'hui, donc lui renvoyer le replay qu'on vous mettra à disposition, ou l'abécédaire, qui peut aussi donner des éléments. Une fois qu'il se dit, bon, bah, ok, j'ai les premières infos, ça confirme mon envie de m'engager, mais j'ai besoin quand même d'approfondir avant de proposer ma candidature. On a des journées de sensibilisation qui s'appellent « Et si moi aussi je devenais représentant des usagers ?» qui sont à peu près sur les créneaux 10h, 16h avec un repas ensemble pendant midi. Ou en général, alors c'est les formateurs de France Asso qui les animent, mais on fait intervenir des représentants des usagers en poste pour qu'ils viennent témoigner et vraiment échanger avec des personnes qui auraient encore un petit peu peur ou qui se poseraient encore des questions. Et ça peut très bien être des journées faites par votre association où c'est nous qui venons intervenir. Je prends l'exemple, si France Alzheimer 29 veut mettre en place cette journée-là, on se cale une date avec eux. À partir du moment où la date est calée, eux l'envoient dans leur réseau avec le logo France Alzheimer comme une journée organisée par France Alzheimer, animée par France Asso Santé. Et du coup, ça peut aussi parfois être plus intéressant en termes de contact au niveau des adhérents parce que des fois, quand France Asso Santé contacte certains adhérents directement, ils n'ont pas bien notion parfois que votre association adhère à France Asso et qu'il y a un collectif, etc. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à nous dire bah non, mais moi, ma communication, c'est mieux avec le logo. Enfin, ils sont plus attentifs quand c'est le logo de l'asso ou le courrier de l'asso. Et donc, on adapte ça, il n'y a pas de souci. Et on propose également une formation sur les droits des patients, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, la principale mission du représentant des usagers, quel que soit le lieu où il se trouve, ça va être de veiller au respect du droit des patients. Donc, faut-il encore en connaître quand même un minimum. Et donc, on fait une journée pour connaître les droits des patients. Et alors, vous inquiétez pas, on ne lit pas tous les textes de loi qui sont complètement… Enfin, c'est très difficile à digérer. On est plutôt sur des situations concrètes qu'on raccroche après à des droits qui auraient été bafoués et on voit un petit peu comment on pourrait faire en tant que représentant des usagers. Et puis, une fois qu'il est en poste, donc il a son mandat, bah là, il peut accéder à toutes les formations que vous, au niveau associatif, vous proposez, mais aussi à France Asso, aux documentations, etc. etc. Et pour la petite histoire, on est en train de construire, enfin c'est surtout Vanessa, Vanessa est en train de construire le kit du représentant des usagers, donc ce serait de façon dématérialisée.
Donc, il aurait accès à un article, à un onglet, enfin un support, un logiciel par Internet. Et donc, on est en train de lister par mandat tout ce qui peut intéresser la personne qui vient d'avoir soit son poste de représentant ou qui est déjà en poste et qui a besoin d'avoir des infos, etc. Donc, on liste tout, que ce soit les formations, les documents, les rapports qui sont faits par la Haute Autorité de Santé, le ministère, etc. etc. Et voilà, si vous voulez nous contacter. Par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à la mission que tu viens de développer, Maud, moi je fais partie de la commission nationale de maltraitance du ministère. Ouais. Et notamment dans un groupe de travail où on a remis, et ça a été validé par les ministres, hein, la définition de la maltraitance, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas de définition en France, c'était la définition européenne. Et nous avons aussi identifié les typologies de maltraitance en France, et notamment la maltraitance institutionnelle qui ne figurait pas. Donc ça existe dans un rapport. Et ce qui a été vraiment la résultante de nos travaux, puisqu'on avait démarré ces travaux-là depuis 2019, hein, travaux remis et validés par les ministres là en mars. On est aujourd'hui, autant avant, on fonctionnait par silo, c'est-à-dire la maltraitance des personnes âgées, des majeurs handicapés ou de l'enfance. Au jour d'aujourd'hui, on est sur un vocabulaire partagé. Donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait éventuellement, d'une manière avec France Asso Santé, Bretagne, comment on pourrait présenter ces travaux-là? Il y aurait peut-être quelque chose à creuser dans l'année 2020, enfin 2020, 2021. Oui, alors ça peut être au-delà de la représentation des usagers, par exemple, avec déjà le comité régional qui regroupe quand même pas mal d'associations. C'est le listing dont Vanessa commence à lister. Il y aurait peut-être des choses à nous mettre dans la boucle. C'était ça, en fait. D'accord. Ok. Si vous êtes preneur, hein. Bah oui, bien sûr. Après, c'est l'intérêt de ce genre de rapport, c'est que ce soit communiqué pour que tout le monde en ait connaissance. Ce groupe de travail, là, il a été piloté par Alice Cassagrande. Je ne sais pas si. Oui. Voilà. Donc éventuellement, on pourrait la faire venir. Voilà, alors, peut-être des choses à travailler ensemble dans une. Voilà. On met ça sur les. C'est noté. Un autre sujet de travaux. Oui, voilà, mais j'en profite puisqu'on a parlé tout à l'heure de lister un petit peu les actions d'information. Il y a peut-être des sujets qui peuvent être intéressants. Tout à fait. Maud, je suis désolée, je n'ai pas trouvé la page en non, question. je suis en train de le chercher aussi, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave, on va en faire une. Sur même les brouillons de nos pages internet, au cas où elle avait été désactivée, mais je ne la trouve pas. De toute façon, on a les noms de tous les participants, donc si on a les adresses mail. Il y a juste peut-être Van Horizon où on enverra à Van Horizon et du coup, s'ils peuvent relayer aux personnes qui étaient participantes, enfin qui sont participantes aujourd'hui. Sinon, pour les autres, je pense qu'on a tous les mails. Si des fois, je pense qu'on va pouvoir le faire d'ici la semaine prochaine, mais si des fois vous n'arrivez pas, vous n'avez pas de nouvelles de nous directement dans vos boîtes mail, n'hésitez pas aussi à aller sur le site de France Asso Santé. Je suis en train de me connecter pour vous montrer où vous pouvez aller chercher les infos régionales. Donc, je vous partage la page. Est-ce que vous le voyez bien ? Ouais. Oui. Justement, d'ailleurs, j'en profite parce que là, je suis sur le lien franceassosanté.org et on est en train de mettre en place sur l'ensemble du territoire, et donc c'est le service communication qui a mis ça en place, une campagne pour faire connaître les représentants des usagers. Et donc, vous avez tous les éléments quand vous cliquez dessus. Donc, voilà. Après, quand vous voulez des informations régionales, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, je vais sur réseau. Et je clique région. Et quand je clique région, j'ai la carte de France, donc je peux voir les actualités de toutes les régions et de ma région. Donc je clique sur Bretagne et après vous voyez un petit peu tous les articles que l'on vous met. Donc par exemple ici, bénévole, représenter les usagers, on vous accompagne dans vos missions. Ici vous avez toutes les formations, les prochaines rencontres que l'on peut faire. Voilà.
Après, si vous retournez, Florence, toutes les semaines, elle met les principales informations qu'elle peut recevoir, soit des partenaires. Donc là, c'est vraiment tout partenaire, toute action sur la santé. C'est très, très, très large. Donc, vous voyez tout ce qu'elle vous met avec les documents à chaque fois. Par exemple, ici, il y a un deuxième rendez-vous sur l'engagement des usagers, personnes accompagnées à l'HAS. Vous cliquez dessus et donc, ça vous ouvre les éléments sur le site de l'HAS et vous pouvez vous inscrire, etc. Donc, c'est assez pratique. Et on peut diffuser vos informations Également, d'association. oui, Hein. complètement. Si vous faites des événements, on peut le diffuser dans les infos de la semaine et on peut les relayer aussi sur notre page Facebook. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer. les relayer, quoi. Et vous avez aussi, tiens, j'en profite, on l'a fait il n'y a pas longtemps, on vous a mis un lien pour toute notre documentation. Donc, comment vous pouvez avoir accès au lien. Donc, soit vous allez sur le banc de commande que Florence a fait, donc vous listez, etc. Vous nous renvoyez vos coordonnées. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que vous pouvez aller même, parce que c'est vrai que le titre de la fiche, des fois, ça donne pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez cliquer dessus et ça vous ouvre en fait le document. Et voilà, il est là, il va apparaître là. Donc ça vous dit, bah voilà, il y a ça dans la fiche. Vous pouvez la mettre en plus grand. Je crois que c'est ouvrir, voilà, ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous la voyez en plus grand. Et donc, bah, si le contenu vous intéresse, vous la commandez, vous nous renvoyez le bon de commande. Donc voilà, très pratique. Et puis après, vous pouvez charger la suite des informations. On a eu beaucoup d'informations pendant la période Covid. Et donc, Florence avait fait aussi une partie, enfin un article où en fait, on mettait tous les éléments qu'on avait sur Covid parce qu'on avait beaucoup d'éléments du Conseil national éthique, de la région, les communiqués de presse de l'Agence régionale de santé, etc., etc. Et puis, par exemple, pour ceux qui sont dans les établissements de santé, tout à l'heure, on parlait des représentants en commission des usagers. Ici, on vous met tous les éléments pour la certification, puisqu'on sait que ça va pas tarder là, puisque c'est soit cette année, soit l'année prochaine. Donc, vous allez forcément y passer. Voilà. Alors, Et deux petites infos en complément, vu que partager ou... Oui, il y avait une information dans l'actualité, donc je le redis. On a une journée régionale sur l'éthique. Qui a lieu début octobre. Donc voilà, il y a une première information sur notre site et vous allez recevoir prochainement une invitation si vous souhaitez y participer. Et comme Maud vous l'a montré, sur la page d'accueil de France Asso Santé au niveau national, il y a cette nouvelle campagne de communication qui est arrivée. Et nous allons être avoir des affiches, des badges, des dépliants que vous pourrez avoir aussi pour mettre là où vous voulez, dans vos territoires respectifs, c'est-à-dire à l'hôpital, dans les cabinets de médecins de ville, à la boulangerie, je ne sais pas moi. Voilà, toute cette nouvelle campagne de communication, elle va arriver sous forme dématérialisée et on vous les mettra à disposition si vous souhaitez diffuser. Sachant que là, c'est bien pour faire connaître le rôle des représentants d'usagers. Ce n'est pas forcément pour tout de suite dire aux gens allez postuler comme RU, mais c'est déjà leur dire que ça existe. Hein. Et ça, c'est déjà une première étape qu'on est loin d'avoir franchie. C'est beaucoup les remontées des représentants des usagers. Hein. Ils nous disent beaucoup, ah mais les gens, ils savent pas qu'on existe, donc ils nous appellent pas, ou ils savent pas qu'on peut les aider pour telle ou telle démarche. Ben voilà, ça y est, la campagne est lancée. Donc à vous, à chacun, de rebondir dessus et de pouvoir diffuser dans vos réseaux respectifs. Alors, ils ont choisi quelques messages percutants du type, vous voyez, pour porter votre voix en tant que patient, ce n'est pas un brancardier qu'il faut appeler, mais France Asso Santé et les représentants d'usagers. Voilà, c'était volontaire d'être un peu percutant et il faut savoir que là, en ce moment, depuis 15 jours, c'est affiché dans le métro parisien. Oh, bah, dis donc. Très bien. Est-ce qu'on peut créer donc les associations, donc on a tous quasiment des sites, un site internet. Est-ce qu'il faut une autorisation particulière pour ouvrir un lien avec France Association Santé, pour qu'on soit sur vous voyez, de notre site, on puisse créer, voilà, on clique, on va directement renvoyer vers, pour renvoyer vers. Ce qui permettrait effectivement, c'est une communication assez ouverte aussi, quoi. Je pense pas que ça pose. Il faudrait demander l'autorisation. Il faut demander l'autorisation. Non, bah alors nous, déjà, on le fait pour toutes nos assos adhérentes.
vous êtes référencé sur notre page. Il y a un lien direct avec vos sites. Par exemple, alors du coup, j'ai départagé. Ouais. En fait, ce serait l'inverse, c'est-à-dire nous, notre site, on clique et on arrive dire, voilà, si on est intéressé, on va. En fait, voilà. Nous, on le fait pour vos associations, donc je vois pas pourquoi vous pourriez pas. Vous voyez, par exemple, je suis sur la première asso, c'est l'Association nationale défense des malades, invalides et handicapés. Je clique dessus et j'arrive sur leur site. Voilà, donc nous, on peut faire l'inverse. Pas complètement. C'est-à-dire que Alma 22 sur son site peut faire avoir France Association Santé. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous l'avez pas, on n'est pas chez vous là encore, je crois pas. Hein. Non. Pas encore. Faut faire une demande, il faut remplir un bulletin. Ah mais moi, on m'avait mis en attente. C'est toujours le cas, hein, parce qu'on a notre fameux comité de déontologie. Est-ce qu'il faut laisser toujours le bulletin en attente? Alors, il faut que je regarde si on avait le dossier complet. Non, parce que quand j'en avais parlé la dernière fois, on m'a dit qu'il fallait attendre un petit peu au regard de… alors ça a été remis à l'Assemblée nationale. Oui, mais là, c'était remis en place, donc normalement, on devrait pouvoir valider. Oui. Il devrait rattraper le retard des dossiers en attente et puis ça devrait reprendre une… Vous pouvez me ramener le dossier par mail? Oui, pas de souci. Merci, hein, parce que du coup, on l'avait gardé sous le coude. Hein. Je le renvoie, pas de souci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres interrogations, des besoins qui n'auraient pas été comblés par les supports que l'on vous a proposés? Moi, ma difficulté, en fait, c'est de faire en sorte que les rues ne se sentent pas trop isolées dans leur représentation. Et ceci également en réponse au fait que les représentants des usagers ne sont pas forcément très connus de la population. Donc, il y a des réclamations, entre guillemets, qui arrivent à l'association, mais qui ne sont pas transmis dans les centres hospitaliers. C'est un petit peu comment essayer de faire bouger ça. Vous avez plusieurs pistes. Quand vous recevez un courrier au niveau de votre association, rien ne vous empêche de renvoyer un courrier à celui qui vous l'a envoyé en précisant qu'il a des représentants des usagers, qu'il peut les contacter et que nous, ce qui nous arrive aussi quand on a des usagers qui nous appellent, que ce soit Florence, Vanessa ou moi, on n'a pas l'autorisation de donner vos coordonnées en tant que représentant des usagers, donc on ne le fait pas. Par contre, on demande à la personne qui nous appelle, on lui explique ce que c'est le représentant des usagers. Si elle souhaite être en lien avec le représentant des usagers, on va prendre ses coordonnées à elle. Et moi, je renvoie un mail Florence et Vanessa aussi, on renvoie un mail aux 4 représentants des usagers en leur disant « On a été contacté par Madame Intel, voici ses coordonnées, merci de la recontacter puisque la problématique concernait l'établissement où vous êtes représentant des usagers. » Donc, vous pouvez, je pense que la même démarche est transférable sur votre association quand vous avez des courriers, ou ça peut même être un jour où vous faites un forum associatif, quelqu'un vient vous voir et vous dit bah oui, mais j'ai eu un problème dans cet hôpital, etc. N'hésitez pas soit à avoir sous le coude la plaquette des représentants des usagers ou d'essayer de lui expliquer à l'oral qu'il y a des représentants des usagers, qu'elle peut les contacter. Ils peuvent même aller en médiation et c'est très très peu connu, c'est fort dommage. La difficulté, c'est que 9 personnes sur 10 ne souhaitent pas écrire à la représentation des usagers. Ils vont nous en faire part des difficultés oralement, mais c'est très difficile de leur faire passer le pas. Après, les représentants des usagers peuvent être contactés. Moi, quand j'envoie les coordonnées de la personne qui appelle, ils l'appellent au téléphone. Ils ne lui disent pas, vous me faites un courrier. Donc, ce n'est pas de l'écrit. Déjà. Donc, déjà, ça peut lever un frein. Parce que ça, je vous rejoins complètement. Faire un courrier, c'est compliqué pour beaucoup. Après, ce qui nous arrive aussi, c'est quand on est représentant des usagers, on peut rencontrer quelqu'un qui ne veut pas, absolument pas que l'établissement sache que le problème, que ce soit lui qui ait dit qu'il y a un problème. Parce que des fois, les personnes reviennent, etc. Et cette peur des représailles, c'est quand même ancré chez certains. Voilà, c'est ça. Et donc là, en tant que représentant des usagers, vous pouvez aussi rassurer la personne en lui disant, écoutez, je pense que vraiment, il faut qu'on travaille sur des pistes d'amélioration et pour ça, il faut que je relate la situation, mais je ne donnerai pas votre nom. Je ne donnerai pas la date à laquelle vous avez été dans le service parce que souvent, ils arrivent à recouper après.
Donc, vous restez sur une problématique peut-être un petit peu plus générale, surtout si vous en avez entendu aussi à droite, à gauche ou dans d'autres services, parce qu'en tant que représentant des usagers, quand on commence à venir souvent sur l'établissement, à rencontrer, etc., on a vraiment une cartographie un peu générale des problèmes qu'il peut y avoir. Et donc, on peut arriver en commission des usagers en disant, bah, écoutez, moi, j'étais en contact avec des personnes qui ne souhaitent pas se faire connaître et c'est complètement leur droit, qui ne souhaitent pas se faire connaître, mais pour autant, il y a la problématique et on peut y travailler, quoi. Et donc, on peut quand même amener les choses, même si la personne, elle n'ose pas dire que c'est elle qui l'a dit et si elle n'ose pas écrire, quoi. Après, ça m'est déjà arrivé, enfin, parce que j'étais aussi moi-même représentant des usagers, la personne était d'accord pour faire un courrier, mais elle voulait pas le signer et mettre son nom dessus. On l'a écrit ensemble, elle l'a relu, etc. Elle était d'accord et donc je l'ai porté en commission des usagers. Je pense qu'il y a des pistes. Bien sûr, il y aura toujours des situations où on n'arrivera pas, les personnes qui ne veulent pas du tout signaler, on n'arrivera pas. Mais après, je pense que c'est peut-être leur dire que c'est un petit peu dommage parce que, et d'une, ça ne réglera pas son problème si elle revient, et ça ne va pas non plus régler parce que le même souci est rencontré par d'autres personnes. Et souvent, c'est intéressant de dire aux gens que quand eux signalent, ça améliore pour l'ensemble aussi. Il y a cette idée un peu de faire du collectif et d'être utile quand on signale quelque chose. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup auprès des représentants des usagers pour que, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui a signalé, il faut absolument que les directions remercient la personne d'avoir signalé. C'est une démarche importante, c'est une démarche d'intérêt collectif. C'est pas anodin, on l'a dit là, faire un courrier, c'est pas anodin. Donc la première des choses, c'est remercier d'avoir signalé et de prendre en compte la personne. Et si on a mis des améliorations en place, on lui dit, bah, écoutez, vous aviez signalé, on a mis ça en place, n'hésitez pas à nous redire s'il y a encore des difficultés ou si ça a réglé le problème. Et là, la personne, elle est contente, elle est satisfaite, elle se rend compte que ce qu'elle a fait, ça a fonctionné pour les autres. Donc, ça l'incitera aussi probablement à recommencer de signaler. Mais là, ça touche vraiment à la façon dont les établissements vont accueillir les remarques, les courriers, etc. Là, voilà, il y a un travail à faire. Il y a du boulot. Et après, il y a des usagers qui ont juste besoin d'être écoutés, même s'ils ne veulent pas aller plus loin dans leur démarche. Nous, ça nous arrive d'avoir des appels de personnes qui nous exposent une difficulté. Et quand on leur explique voilà, les façons d'aller plus loin, il y a des fois le fait d'avoir juste pu exprimer ce qu'ils ont ressenti suffit et ils nous disent bah non, voilà, effectivement, je ne veux pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et ça s'arrête là, quoi. Bon, faut se dire que bon, bah, ça aussi, c'est bénéfique, quoi. Pardon? Ça ne fait pas avancer le collectif. Non, non. Non, mais on peut le garder en tête parce que de toute façon, ça reviendra. Voilà. D'autres remarques, propositions? Juste pour préciser, du coup, si vous avez déjà un mandat de représentant des usagers, il y a quelques formations qui vous sont proposées, notamment là sur le second semestre, par France Asso Santé. Donc, on a une formation qui s'appelle Qualité à l'hôpital qui est faite la semaine prochaine, le 8 et 9, où on est plutôt sur la fin du cadrage avec les hébergements et tout ça. Donc, ça va être un petit peu compliqué si vous souhaitez la faire, mais on la reprogrammera début d'année 2022 puisque c'est un sujet d'actualité pendant un an et demi, 2 ans. Elle se fera où la formation? Comment? Elle se fera à quel endroit à Rennes? Alors, c'était marqué sur le bulletin d'inscription, mais c'est pas grave, je vais te dire, Pascal. C'est au Kyriade, qui est juste derrière les locaux de France Asso. Il y a encore des places, je crois, Maud, non? En fait, on a eu un désistement, donc il y a encore une place, mais il faut vraiment nous le dire limite demain, parce que en fait, après, c'est en termes d'hébergement et vous êtes obligé d'avoir le pass sanitaire, puisque le Kyriade impose le pass sanitaire. Voilà, petit détail croustillant. Anne-Marie, tu voulais aussi... Non, j'écrivais, là, je crois. Je me suis trompée de bulle. Allez, je t'enlève ta main levée, il n'y a pas de souci. Voilà. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je voyais que ça n'écrivait pas, mais je ne comprends pas. C'était peut-être pas dans la conversation. Voilà. Bon, on va zapper. Donc, Sylviane qui nous dit, c'est parfait, merci à toutes les trois. Bon, Sylviane, pour petite histoire, elle n'a pas de micro, elle n'a pas de caméra, donc en général, on communique par texte.
Bah écoutez, on peut. Ah oui, donc je Et sur finis les avec formations, les oui, formations quand même. Il y en a d'autres, hein, on n'en fait pas qu'une sur le second semestre quand même. Il y a une formation qui s'appelle co-construire un avis, une position, donc plus l'idée de construire un argumentaire pour faire des plaidoyers. Et donc on sait que les associations sont de plus en plus amenées à faire des plaidoyers. Et donc on a une formation de 2 jours. Alors les dates c'est 27-28, c'est ça? 28-29. 28-29 septembre. Donc il sera aussi sur Rennes. Il y a Et puis après, encore peut-être 1 ou 2 places oui, possibles, il me faut semble qu'il y a vérifier. encore Ouais. 1 ou 2 places. Là, ce sera du coup plus facile parce que le délai est un petit peu plus éloigné. Et on a une formation en ligne, donc vous pouvez faire de chez vous. C'est le même logiciel que l'on a utilisé là. Donc voilà, vous êtes au taquet maintenant. C'est une formation sur l'identito-vigilance. Donc encore pour ceux qui sont dans les établissements de santé. Donc l'identito-vigilance, c'est un mot compliqué, même à dire. C'est tout ce qui tourne autour de la vérification de l'identité, c'est-à-dire que c'est le bon patient de façon à ce qu'il ait le bon médicament au bon moment, dans la bonne chambre, etc. Enfin, ça tourne vraiment à tout ce qui est identité. Et donc ça, c'est organisé donc en ligne. Les 2 sessions qui sont obligatoires à faire, puisque c'est une continuité entre les deux, il y a le 28 septembre et le 7 octobre, et tous les 2 sont de 10h à midi. Et là, il reste beaucoup de place, puisque pour l'instant, on a très très peu d'inscrits. Donc voilà, c'est une petite visio enfin petite visio, c'est une en visio comme on a fait là, avec des supports, des animations, et donc vous êtes pareil, vous êtes entre 8 et 10 maximum, puisque l'idée c'est que vous puissiez aussi échanger et poser vos questions. Et quand on est trop de monde, on sait bien que c'est pas trop possible. Donc le 28 et le 7 octobre de 10h à midi. Et puis après, on est en partenariat avec le CAPS Bretagne, c'est une structure régionale d'appui qui travaille à la qualité des pratiques professionnelles. Et avec eux, on travaille sur des... Là, il y en a une qui s'appelle 60 minutes certif, donc c'est aussi sur la certification. On n'a pas encore la date, je crois, au mois de novembre, pareil, pendant midi, de midi et demi à 13h30, donc un truc très rapide. Qui dure 60 minutes, du coup le nom l'indique. Et puis on est en train de construire aussi avec Vanessa et le CAPS une journée régionale. Alors je crois que c'est le 17 décembre, ça a été validé il y a peu de temps, avec la Haute Autorité de Santé qui interviendra le matin et des témoignages de représentants des usagers, de professionnels de santé ou de professionnels administratifs qui ont vécu une certification. Donc si votre établissement va rentrer dans cette procédure sur le début 2022, ben voilà, n'hésitez pas, elle sera en ligne aussi, hein, cette journée-là. Et vous avez peut-être déjà eu l'info, mais je vous le redis, l'Agence régionale de santé, tous les ans, ils font une rencontre des représentants des usagers. Cette année, c'est à Pontivy le 5 octobre. Et donc, en général, dans cette journée-là, ils présentent aussi toutes les structures ou les associations qui ont été labellisées droits des patients. Vous savez, il y a un label tous les ans qui s'appelle label droits des patients pour des actions vers les droits des patients, du coup. Et donc, cette année, ils ont labellisé encore un certain nombre. Je crois qu'il y a 11 labels, il me semble. Ouais. Et donc, il les présente le 5 octobre. C'est toujours intéressant parce que ça nous donne des idées d'éléments à développer dans nos établissements. Et tous les labels des anciennes années sont disponibles sur le site de l'Agence régionale de santé. Donc, n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver tous les événements avec le lien qui vient de vous être mis dans la conversation. Et les formations, c'est le lien juste avant. Et oui. Les commissions des usagers des centres hospitaliers sont très à la manœuvre au niveau des labels, justement, et c'est assez important parce que d'abord, ça donne une certaine dynamique au sein de la commission des usagers. C'est une reconnaissance. Hein. Absolument. Moi, j'ai la chance, depuis que je suis représentant d'usagers, j'en suis à mon 3e label. Ah ouais, non mais attends, faut le dire quand même. On va faire un palmarès des RU labellisés. Pascal, je suis en compétition avec toi, hein, parce que nous aussi, on a eu un label. Ah ouais, mais moi, j'en suis à 3 quand même. Il y a du monde. Hein. non, mais les entrées mises à part, c'est vrai que ça permet de dynamiser. Et c'est très important parce que ça permet aussi de créer du lien avec les gens des hôpitaux. Les équipes, ça mobilise les équipes. Ouais. Exactement. Et ça permet de mieux se connaître. Et quand on se connaît mieux, on a toujours peur des gens qu'on ne connaît pas. On travaille mieux ensemble. Eh ben exactement. Et ça, c'est vachement important parce que c'est vrai que ça fait du bon boulot, quoi. Il faut le décrocher aussi. Hein. Ah ben c'est un métier, madame, c'est un métier.
Est-ce que si on refait un petit tour d'écran, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent dire un petit mot soit sur la représentation des usagers, soit sur une problématique, sur les droits des patients, etc. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors moi, je veux bien intervenir, c'est Sylvia. Oui. Voilà, moi j'ai une problématique à propos de la médiation. J'aimerais savoir si je peux trouver un document officiel qui indique que dans la médiation, seul le médiateur et le réclamant, et éventuellement un représentant des usagers à la demande du réclamant, participent à cette médiation. Est-ce que je peux trouver un document qui le stipule? Parce Je que réfléchis. On va plutôt être dans les règles de la médiation, mais même en dehors de la santé. Parce qu'ils font aussi des médiations, par exemple pour les couples séparés, pour les enfants, etc. Ils font de la médiation familiale. Donc on est plutôt sur les règles de qu'est-ce que c'est une médiation. Donc ce serait à transposer sur le champ santé, parce que là, en médiation commission des usagers, je ne vois pas de document qui dit que les personnes autres que médiateurs n'ont pas le... Non, je ne connais pas... Comment le défenseur des droits, le délégué du défenseur des droits. Oui, mais il ne va pas dire les règles de la médiation. Tout dépend du sujet. Là, le sujet, c'est qu'il y a des directeurs, pour ne pas les nommer, qui sont systématiquement présents aux médiations. Donc, ça pose problème à l'usager qui est en médiation. Mais je ne connaissais pas le fond du dossier. Ouais, voilà. Donc, à mon avis, et dans les textes mots tels que c'est écrit, ça laisse l'ouverture à d'autres personnes ou pas? Comment? Tel que c'est écrit dans les textes sur la médiation, parce que c'est marqué au moins à minima les personnes qui doivent être présentes. Oui. Mais du coup, est-ce que la façon, il faudrait qu'on retrouve le texte, voir comment c'est écrit. Je regarde, mais je n'ai pas souvenir que c'est aussi détaillé. C'est ça qui pose souci. D'accord. Ouais, parce que moi, on m'a demandé de justifier le fait de dire moi, je ne veux pas le directeur dans la médiation. Qui c'est qui organise la médiation? C'est l'établissement. Hein. En général, soit il y a un courrier. À la demande de qui? Alors, c'est une proposition qui est donnée aux patients qui donnerait une plainte ou une réclamation ou qui irait dire à l'oral que ça ne va pas et on lui dit écoutez, vous avez la possibilité d'aller en médiation et ils sont obligés de dire que pour cette médiation, ils peuvent être accompagnés d'un représentant des usagers. Et donc après, c'est le patient ou sa famille, si c'est eux qui réclament, c'est à eux de dire oui, je veux bien aller en médiation ou non, ça ne m'intéresse pas. Et dans le cas concret, c'est un établissement qui relève du sanitaire ou du médico-social? Sanitaire, parce que dans le médico-social, il n'y a pas de commission des usagers. En fait, c'est les médiateurs qui sont membres de la commission des usagers, en fait. Donc là, on est sur du sanitaire. On est sur du sanitaire. Oui. Et donc là, les directeurs s'invitent dans la médiation. Alors que c'est pas du tout ils s'invitent avec qui d'autre, en fait, de l'établissement? Le médiateur. Le médiateur, c'est tout. Oui, mais alors, c'est ça. Oui, alors je pense que c'est le terme. Parce que la médiation a vocation à être qu'il y ait les deux parties. Donc, de fait, s'il n'y a pas quelqu'un de l'établissement. Non. La médiation, c'est pour essayer d'être plus clair sur les informations qui n'auraient pas été claires, que la personne elle puisse s'exprimer, de remettre un peu la confiance, etc. Et donc, c'est bien au médiateur de la commission des usagers. D'ailleurs, il y a le médiateur médecin si ça concerne une situation médicale ou le médiateur non médecin. Et c'est bien à eux d'organiser et d'aller en médiation. C'est comme si, moi j'ai eu un usager qui m'a appelé, qui m'a dit j'étais en médiation, j'avais le chirurgien pour lequel j'étais pas contente qui était là. Ça n'est pas entendable. Le patient, il ne le savait pas. Le patient ne le savait pas. Et si le directeur est là, ça veut dire que le patient le sait et l'a accepté avant. Oui, mais moi, ça me pose vraiment question, quoi. Enfin, on est en train de détailler le fonctionnement de la commission d'usagers, donc c'est pas le sujet du jour, mais on va rechercher ça, Sylvia. Ouais. Et puis, au cas où, on posera... Info droit santé peut pas. C'est ce que j'allais dire. Au cas, si nous on trouve pas de notre côté, on appellera santé Info droit. Info droit santé, parce que franchement, c'est une belle ressource. Hein. Oui, puis c'est un appui juridique. Oui, enfin, ça fait pas force de loi non plus, mais ils ont des arguments parfois assez percutants, quoi. Oui. Ça marche, c'est noté, madame. Merci. D'autres questionnements? Bon. J'espère qu'on a pu
combler un peu quelque chose que vous aviez peut-être identifié comme manque et qui, en tout cas, ça va peut-être vous permettre de dynamiser un petit peu la représentation des usagers. En tout cas, vous savez qu'il y a des supports. Ils sont ici au bureau pour ceux qui ne sont pas loin et on peut vous en envoyer, bien évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Rennes. Et nous aussi, hein, on peut venir présenter soit France Asso, soit des droits. Hein, ça nous est arrivé aussi d'aller expliquer. Alors, c'est les grandes lignes parce qu'on n'est pas juriste, mais c'est quoi le droit à l'information, c'est quoi le droit au consentement, à quoi ça sert une personne de confiance. Et ça, on peut le faire aussi en une assemblée générale, une réunion de votre association. Et on peut faire aussi le pendant, enfin le champ représentation des usagers comme aujourd'hui là. Il n'y a pas de souci. Après, c'est juste en termes de calendrier que des fois ça coince. Mais sinon, on est bien évidemment disponible et c'est un plaisir d'aller rencontrer les gens du terrain. Bon. Bah, Vanessa, tu voulais compléter ou... Non, voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour et ouais. Voilà, Comme voilà, l'a dit voilà. Maud, on reste à votre disposition s'il y a besoin d'informations. Ou n'hésitez pas à nous renvoyer des bénévoles qui voudraient savoir davantage de choses. Et puis, on va se charger de vous renvoyer la documentation là. D'accord. En tout cas, on les met sur notre site internet. Eh ben, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.